Donc mon coup de gueule de la semaine, c'est vis-à-vis de la chaîne logistique du froid entre la France et le Cambodge qui a merdé. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast des mecs qui reçoivent plus de 50 évaluations positives et quand ils en ont une qui est négative, ils deviennent tellement obsédés par ça qu'ils font un podcast entier sur le sujet. Je suis Stan de marketingmania.fr Et je suis Paul de sellingmachine.fr. Donc aujourd'hui, on parle de faire face aux critiques. Quand vous créez quelque chose sur Internet, les gens vont vous donner leur feedback, bon ou moins bon. On va parler de comment faire la différence entre des critiques qui sont utiles ou non, qu'en faire, comment réagir. Et on va prendre pas mal d'exemples de critiques que nous, on a reçues dans nos différentes activités et de ce que ça a pu nous apprendre ou non. Paul, avant ça, il me semble que toi-même, tu as envie de devenir un hater pour les petits beurres au chocolat ? Non, pas exactement. C'est une tragédie un peu plus complexe. Donc je suis actuellement au Cambodge et la bonne chose au Cambodge, c'est qu'au supermarché, il y a beaucoup de produits français en fait. Du coup, j'étais très content. J'ai notamment remarqué des petits beurres au chocolat, chocolat au lait. Et voilà, ça faisait des années que j'en ai pas eu. C'était Noël avant l'heure, c'était parfait. C'était comme un conte de fées. Mais il s'est avéré que j'ai ramené ces petits beurres au chocolat. Et quand je les ai ouverts, tout était fondu, quoi. Et fondu, mais c'est pas rattrapable en fait. Ça s'est fondu sur le haut du truc. Donc vraiment, t'as plus. Enfin, voilà. Ils sont foutus. C'est plus des petits beurres au chocolat, c'est juste des petits beurres. Donc mon coup de gueule de la semaine, c'est vis-à-vis de la chaîne logistique du froid entre la France et le Cambodge qui a merdé. Donc, avant de continuer, bien sûr, on va parler aujourd'hui de critiques qu'on a reçues. Si vous-même, vous voulez nous laisser une critique, vous pouvez vous rendre directement sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour nous laisser une évaluation. Évidemment, on est très très friand de bonnes évaluations. Mais bon, si vous nous détestez, on vous en voudra pas forcément de nous laisser une mauvaise évaluation. Comme vous allez voir dans cet épisode, on n'est pas sûr forcément de la prendre en compte. Pour introduire cet épisode, on va parler de la fameuse critique négative qu'on a reçue sur iTunes, qui est finalement relativement modeste en tant que critique. Le gars aurait pu être beaucoup plus hater. Au contraire, il est plutôt constructif. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que nous, on peut traiter cette critique-là. Donc je vais vous lire la critique entière. Le gars s'appelle Eddy Marseillais et le titre c'est « Récréatif, point. Parfois utile, point. Assez, je m'écoute et j'adore ça ». L'idée de base est super. Partager une expérience d'expatriation réussie en tant que e-entrepreneur. La réalité du podcast est un ensemble de conversations structurées, certes, mais au contenu relativement sans intérêt, car trop superficiel. Dommage. Donc ça, voilà, c'est la critique qu'on a reçue. Critique à 3 étoiles d'ailleurs, donc c'est pas si dur que ça. C'est intéressant, Paul, parce que je pense que la critique nous a tous les deux affectés de la même façon. C'est-à-dire qu'on a reconnu qu'il avait clairement un point où il avait raison. C'est-à-dire que le podcast, on vient de parler là du petit beurre. Ça serait difficile pour nous de dire que le podcast n'a pas cet élément conversationnel. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Toi, quand tu as vu ça, quelle était ta réaction et quelle leçon t'en as tiré si tu en as tiré une leçon ? Ma première réaction, c'est un peu désagréable. Quoi qu'il arrive, on peut se dire les critiques, je m'en fous, mais c'est toujours un peu désagréable. Par contre, effectivement, j'ai directement reconnu que c'était valide. Effectivement, on peut ressentir cet aspect je m'écoute et j'adore ça. Après, la question, on va discuter, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'une critique peut être valide, mais on n'a aucune idée si la majorité des gens pensent comme ça, en fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui aiment justement l'aspect un peu tangente, l'aspect un peu conversationnel, alors que d'autres comme lui préféraient peut-être plus de concret constamment, parler plus vis-à-vis de l'audience que justement parler entre nous. C'est un peu mon idée là-dessus. Clairement. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes les autres évaluations qui sont sur iTunes, en fait, il y a beaucoup d'épisodes qui disent « c'est cool, on s'amuse, on rigole, j'aime beaucoup la dynamique entre les intervenants, tu vois ». Et donc, en fait, il semble qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Moi, c'est vraiment la leçon que j'en ai tirée. C'est-à-dire que, effectivement, Nomade Digital, il ne plaira pas forcément à tout le monde. Ça plaira aux gens qui ont envie d'avoir un peu plus, justement, ces éléments contextuels, un peu le côté couleur locale, un peu le côté de notre personnalité, et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, la question, c'est
Je pense on est tous les deux relativement conscients de cette ligne-là, c'est-à-dire qu'on en parle souvent ensemble. Est-ce qu'on ne parle pas trop sur des tangentes? Est-ce qu'on essaye de ramener les choses sur un sujet? On essaye d'être un peu, de trouver cet équilibre. Et au final, avoir cette critique, pour moi, c'est un point de données qui me dit ok, il faut faire attention à ça, ça fait partie des choses qui vont être un enjeu dans cette émission. Ceci dit, c'était un bon exemple d'une critique. Il me semble que, selon toi, la plupart des critiques ne sont pas forcément aussi utiles en termes d'action derrière. Moi, je pense qu'ensemble, 95% des critiques sont inutiles. Et en fait, il y a plusieurs raisons pour ça. Et il faut vraiment qu'une critique passe plusieurs filtres pour que je la considère comme utile. Le premier filtre le plus évident, ceux qu'on appelle les haters, c'est justement les critiques des gens qui cherchent juste à vous faire chier, quoi. C'est vraiment leur seul but quand ils font cette critique. Moi, j'ai un exemple où je me suis fait totalement avoir. Donc, il faut savoir qu'avant que j'en Selling Machine et aussi que j'apparais sur plusieurs podcasts, sur plusieurs sites, j'étais dans l'anonymat complet. C'est-à-dire que personne ne me connaissait, donc je ne recevais pas de critiques. Et d'un coup, je suis un peu apparu partout en même temps et j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté, certains avec des messages moins sympas, quoi. Et de base, j'étais un peu dans l'état d'esprit, tous les gens qui parlent de haters, voilà, c'est un peu, ils créent un peu ça, quoi. Ils essaient un peu de se victimiser. J'y croyais pas spécialement. Jusqu'à justement que je me retrouve un peu à ma petite échelle dans la lumière et que les gens qui commencent à me critiquer. Et donc j'étais dans cet état d'esprit. Je vais pas les considérer comme des haters, voilà, j'ai considéré que tout ce qu'ils me disent, ça a de la valeur et peut-être qu'ils ont raison. Notamment, il y a une personne qui m'a contacté en me disant, en gros, en me traitant de menteur, que voilà, je montais sur mes revenus, que c'était faux, machin truc. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un screenshot de mes revenus, donc sur Amazon, je lui ai envoyé. Et là, c'est là que j'ai eu la réalisation que ça servait à rien, c'est qu'il me répond en me disant, ouais, mais je suis sûr que c'est photoshopé. Là, tu te retrouves dans une situation, qu'est-ce que je peux faire? Et la personne, elle voulait pas être convaincue, elle voulait pas, voilà, elle s'en fout. Généralement, c'est soit qu'ils cherchent à créer une réaction, soit c'est voilà, ils veulent juste avoir raison pour le plaisir d'avoir raison. Et donc ça a été ma réalisation que finalement effectivement les haters existaient et qu'il y a deux gros dangers avec eux, et après je te laisserai parler. C'est que le premier danger, c'est se laisser affecter. Donc mine de rien, notamment au début, on peut se dire je suis un rock, je m'en fous des critiques. Généralement ça affecte quand même, ça nous affecte. Mais après ça, je pense qu'on peut assez rapidement s'en débarrasser. Mais le deuxième gros piège, c'est en fait de partir dans un débat, en fait. D'essayer de se justifier avec ces personnes parce que, voilà, vous ne les convaincrez pas, vous allez juste perdre votre temps et le mieux, c'est pas de répondre, tout simplement. Je pense que là-dessus, c'est utile de comprendre la psychologie du hater. Pourquoi un gars qui ne te connaît pas va aller t'accuser de mentir sur Internet, tu vois, enfin que tu mentes ou que tu mentes pas, pour lui, ça change pas sa vie. Il faut comprendre la psychologie qui est derrière. Et en général, pour les gens qui sont vraiment des haters, le problème, c'est que ton existence les dérange. Le fait que tu existes et que tu réussisses et que tu fasses un truc les dérange. Ils se disent, ouais, ce gars-là, il est pas si fort que ça, je pourrais faire la même chose, mais ils le font pas. Et donc, ça leur pose un problème au niveau de leur identité. Et donc, ils vont t'attaquer plus pour eux se sentir mieux là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle tous les arguments du monde que tu peux leur donner n'auront aucun impact. Et c'est la raison pour laquelle les commentaires YouTube sont toujours pires que tout le reste. Tu auras rarement des gros haters sur un blog, à moins que tu aies un très gros blog, mais sur iTunes, même avec une petite chaîne, tu auras des haters. Pourquoi? Parce que les gens... Sur YouTube, ouais. Ouais, sur YouTube, ouais. Pardon, j'ai dit autre chose? iTunes, ouais. Ouais, sur YouTube, pardon. Sur YouTube, tu auras des gros haters. Et ma théorie, c'est justement parce que ils voient ta tête, ils voient qui tu es, ils se disent, mais ce gars-là, il est pas si génial que ça, comment ça se fait qu'il fasse des vidéos YouTube et qu'il parle de ça, alors que moi, je suis plus intelligent que lui et je suis plus fort que lui. Mais donc, par exemple, moi, j'ai pris l'exemple d'une vidéo YouTube que j'avais faite, une vidéo de 4 minutes sur l'exemple d'un site, et j'étudiais la façon dont ils avaient mis en place leur prix, et le gars dans les commentaires venait et me disait « Ouais, mais vous n'avez pas parlé du modèle freemium, etc. » Donc ok, vidéo de 4 minutes, hein, c'est pas... j'ai pas écrit une thèse sur l'ensemble des modèles de pricing au monde. Ah, c'est marrant, j'ai lu ce commentaire en plus. Ouais, et donc le gars, je sais pas, j'étais un peu naïf, tu vois, et donc je réponds ouais, le but de cette vidéo, c'était d'étudier ce site-là, et pas de faire une thèse complète sur le modèle de pricing. Et le mec me répond « Oui, mais c'est scandaleux, c'est malhonnête de donner une telle vision du business, etc. » Encore une fois, vidéo de 4 minutes, hein. C'est malhonnête d'avoir fait un truc qui n'était pas absolument complet sur le sujet. Bon, là, je me suis dit, ok, ça vaut pas le coup. Je pense que je lui ai répondu 2-3 fois parce que j'étais encore un peu, je me dis, mais c'est impossible que le mec il soit. Et en fait, de chaque commentaire, il allait encore de plus en plus loin dans la mauvaise foi, ou en tout cas pour moi, il allait sur Mars, quoi, parce que ça n'avait rien à voir avec la vidéo. D'un côté, si j'avais dit une connerie dans la vidéo, tu vois, j'aurais été le premier à l'admettre. Mais en l'occurrence, le mec voulait voir un truc qui n'était pas ce que j'avais fait, tu vois. Donc, j'avais fait un truc totalement différent. Et là-dessus, je me suis dit, putain, c'était une erreur tout simplement d'essayer d'argumenter avec ce mec, parce que la raison pour laquelle il commente, c'est pas vis-à-vis de cette vidéo, c'est vis-à-vis du fait qu'il se dit, mais moi j'y connais plein de trucs en marketing,
mais pourquoi j'ai pas de chaîne YouTube? Et ce mec-là, il fait des vidéos, et donc on va l'attaquer pour dire que voilà, il est pas si malin que ça. Et en fait, tous les gens qui se mettent en avant, bah, c'est forcément des gens qui connaissent rien et qui veulent juste, tu peux avoir de la popularité ou je sais pas trop quoi, ce qu'ils s'imaginent. Parlons maintenant, parce que les haters, c'est un cas. La plupart des critiques qu'on reçoit, faut pas exagérer, en tout cas à notre niveau, c'est pas des haters. Parlons des critiques qui sont valides, mais on sait pas trop quoi en faire. Moi, il y en a une que je reçois souvent et qui est totalement valide, hein, c'est mon élocution en fait. Enfin, ouais, mon articulation, tout ça. Euh, et je sais que c'est mauvais en fait. C'est le genre de critique où, en fait, à partir du moment où tu es assez self-aware, donc tu es assez conscient de toi-même, tu sais la plupart de tes points faibles et la plupart de tes défauts et ce que tu fais mal. Mais justement, les gens vont te critiquer là-dessus, c'est tout à fait normal. Hein, je leur veux pas, c'est normal de me critiquer sur mon élocution. Mais dans ces cas, voilà, tu peux rien faire sur les critiques. Tu sais déjà que c'est mauvais, tu essaies de t'améliorer. Voilà, c'est un travail en cours de progression. Work in progress, ça se traduit vraiment pas. Bref. Donc il y a tout cet aspect-là où tu as déjà conscience du problème. Donc du coup, bah, c'est gentil d'avoir fait une critique là-dessus, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, ce qui revient un peu au cas de tout à l'heure sur Éthique Marseillais, c'est-à-dire que c'est quelque chose, on sait que ça plaît à certaines personnes, on sait que ça déplaît à d'autres, mais il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour l'améliorer sans dénaturer le podcast. Ou alors, peut-être, c'est vrai qu'on peut faire une chose qu'on en apprend, c'est qu'on y fait peut-être attention, ou en tout cas, on essaye de pas partir trop loin, on essaye de rester relativement dans les clous d'un sujet et continuer à apporter de la valeur quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que le fait de retirer toute la conversation, ça serait compliqué. L'autre pendant de ça, c'est les gens qui te disent c'est bien ce que tu fais, donc c'est sympa et t'es content d'avoir leur feedback et c'est vraiment que ça te booste et c'est vraiment ça les évaluations iTunes. Mais en fait, parfois, ce que tu veux vraiment voir chez ces gens-là, c'est qu'ils te disent quelle est la partie vraiment qui, toi, te fait kiffer par rapport à autre chose, tu vois. Et en particulier dans les évaluations iTunes dont je parlais tout à l'heure, quand les mecs nous disent ah, ça me fait rire, tu vois, le fait que les gens ajoutent, ça me dit ah, ok, j'étais pas sûr, en fait, de l'humour, tu vois. Parfois, on essaye un peu de faire des blagues ou parfois, il y a des éléments où on déconne un peu. Je me dis, est-ce que les gens se disent c'est complètement nul, ces mecs-là, ils devraient laisser l'humoriste aux humoristes, ou est-ce que ça fait marrer les gens, ou est-ce que ça. Voilà, est-ce que ça touche, tu vois, est-ce que ça marche? Et il me semble que les pas mal de commentaires qui mentionnaient ce détail-là, bah, ça m'a permis d'ajuster mon truc et de me dire, ah ouais, ben, les podcasts où il y a quelques blagues dans le podcast, sans aller trop loin, bah, ça ajoute un plus et il y a pas mal de gens qui y voient de la valeur. Tout à fait. Et je pense qu'on a fait cette erreur automatiquement de dire une critique sympa et constructive, une critique dure et justement et un hater. Des fois, il peut y avoir des critiques sympas qui servent strictement à rien et des critiques dures justement qui peuvent avoir de la valeur. Faut pas ranger dans une case trop rapidement, essayer de, ouais, outre le fait de émotionnellement comment je ressens cette critique, essayer de mettre ça un peu de côté et la voir de manière la plus objective possible et se dire est-ce que elle est valide ou pas, et est-ce que je peux faire quelque chose à son sujet. Parlons justement des critiques qui sont complètement à côté de la plaque. Donc j'ai parlé tout à l'heure du fameux gars qui me laissait un commentaire sur ma vidéo YouTube. Il y en a beaucoup d'autres moi, que j'ai reçus. Les moments où quelqu'un te critique sur un truc et tu lui dis mais mec, tu sais pas de quoi tu parles. Ouais, ça arrive des fois, c'est des gens qui viennent de parler d'un sujet. Alors moi j'ai pas, par contre, je me dis pas, voilà, si ce mec gagne moins d'argent que moi ou si ce mec voilà, fait moins de chiffre d'affaires que moi, je l'écouterai pas du tout. Mais des fois, voilà, des gens qui tu sens dans les premières lignes de ce dont ils parlent, ils le maîtrisent pas, quoi. Et tu sais très bien que ce qu'ils disent, c'est pas valide. Ça t'apportera rien. Mais souvent, le problème, c'est que souvent, toi, ça part d'un bon sentiment. Et c'est ce qui se passe souvent, très souvent, notamment quand, moi, ce que j'ai fait beaucoup au début, sous ces machines, c'est quand tu demandes aux gens de te critiquer, en fait. Moi, j'avais fait, voilà, n'hésitez pas, si vous avez du feedback, n'hésitez pas, envoyez-moi tout votre feedback. Et du coup, tu as beaucoup de gens qui sont là, putain, qui veulent être sympas, qui cherchent du feedback, un point sur lequel te critiquer. Et en fait, le point sur lequel tu critiques est pas bon, tout simplement. Donc, par exemple, dans les cas qui sont des gens qui sont à côté de la plaque, moi, c'est quelque chose que je voyais beaucoup dans la séduction. C'est-à-dire que les gens allaient t'attaquer sur un truc, t'as l'impression qu'ils avaient soit pas lu de quoi il s'agissait, soit ils t'attaquaient juste sur le principe de la séduction. Donc en gros, tu vas t'écrire un article sur les sujets de conversation, et dans les commentaires, tu vas toujours avoir des gars, mais il y en a moi, le site de séduction est assez gros, donc il y a des dizaines de gars qui vont te faire « Non, mais tu peux pas juste manipuler les gens, c'est pas comme ça, tu peux pas toujours quantifier les interactions humaines, etc. » Mais ce qui n'était pas du tout le sujet de l'article. Ils étaient juste, tu vois, sur le principe que le truc était. Et là, c'est probablement les critiques qui sont les plus faciles à ignorer parce que tu te dis, bah, c'est évident que ce gars-là, il a pas lu l'article ou il sait pas de quoi ça parle et il attaque le truc par simple principe personnel.
Euh, mais l'idée que je me dis, c'est que si parfois c'est évident, peut-être que parfois c'est pas évident et les gars t'attaquent et tu sais pas trop si c'est une critique vraiment sincère ou si t'attaques juste voilà, sur le principe. Mais finalement, il faut qu'on parle aussi des critiques qui sont utiles, parce qu'on a parlé beaucoup de critiques qu'on arrivait pour une raison ou une autre à ignorer ou qui ne nous servaient pas à avancer. Parfois, il y a des critiques qui sont vraiment utiles. Elles arrivent assez rarement. Tu as dit tout à l'heure que voilà, c'est 5% des cas où tu as une critique qui est vraiment utile et qui te fait vraiment avancer. Mais là, ça vaut vraiment le coup de les recevoir, de les lire et de les prendre en compte. Et moi en particulier, c'est un commentaire. Mais je finirais juste en disant que la raison pour laquelle on a autant insisté sur les critiques inutiles, c'est parce que je pense que c'est une erreur de beaucoup de débutants et que moi j'ai fait, c'est que dès que tu reçois les points et les avis, t'as tendance à vraiment... voilà, si une personne demande ça, t'as tendance à partir sur ça à fond, quoi. Si une personne dit ça, tu devrais faire ça, tu pars sur ça. Et tu prends pas le temps de réfléchir, est-ce que je devrais le faire, tout simplement. Ouais. Exactement. Et donc voilà, je voulais prendre le contre-exemple d'un commentaire moi, qui m'a affecté, que j'ai pas mal pensé. Donc c'est un gars qui s'appelle Simon qui a laissé un commentaire sur Marketing Mania sur un de mes podcasts, où en l'occurrence j'étais en solo. Et je vais citer des petits bouts du commentaire. Donc en gros, il dit je suis ton blog depuis un petit moment et ton contenu est vraiment très intéressant, mais par pitié, change ta manière de parler et le ton que tu utilises. Ce n'est pas du tout naturel et même énervant. Tu dissèques chaque syllabe et tu parles avec une voix d'hypnotiseur. Malgré la qualité du contenu, on a envie de stopper le podcast à cause de ça. Après, il évoque que dans les podcasts où je suis avec d'autres personnes, je parle de façon plus naturelle et que ce serait mieux si j'utilisais la même voix sur mes podcasts solo, et finit en me disant ne prends pas mal ce que je viens de dire si je te dis ça, au contraire, c'est parce que j'apprécie ton contenu. Et ça, c'est une critique qui était non seulement valide à mon sens, qui est revenue plusieurs fois de lui, mais aussi d'autres personnes que je connaissais. Tu m'en as parlé, d'autres potes m'en ont parlé, etc. C'est quelque chose voilà, qui était non seulement valide, qui était aussi applicable. Ça veut dire que tu peux travailler sur le ton que tu utilises, tu peux travailler sur la façon dont tu parles. C'est très personnel. Quand les gens critiquent sur ta voix, je pense que toi, tu le sais aussi sur l'élocution. C'est quelque chose sur lequel tu peux rapidement te sentir défensif parce que c'est comme la façon dont tu parles, c'est pas facile à changer, ça fait partie de ta personnalité. C'est très dur à changer, c'est surtout ça qui est un peu déprimant, c'est que c'est pas, très difficile. Ouais. Voilà. Voilà. C'est pas comme si les gens te disaient je trouve que le design de ton site est moche, tu vois. Ou vraiment, si tu te dis ok, c'est vrai, ils ont raison, tu peux le changer, c'est assez simple. Là, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, il faudra y faire vachement attention, ça demande vachement de pratique. Ceci dit, moi, le podcast et ce genre de choses, c'est tellement important pour moi que c'est quelque chose que je prends en compte, c'est quelque chose qui est revenu tellement de fois que je me dis, tiens, il faut que j'y fasse attention. D'autres personnes m'ont dit que ça les dérangeait pas. Mais bon, si ça dérange 20% des gens seulement, tu vois, c'est suffisant pour que je me dise que ça vaut le coup d'améliorer ça et de progresser. Et de toute façon, c'est quelque chose sur lequel je suis toujours en train de travailler. Le souci, c'est de savoir comment est-ce que tu ajustes. Et peut-être qu'au départ, mon problème, c'était que je parlais beaucoup trop vite et que j'articulais pas assez. Du coup, je me suis mis à parler plus lentement et à articuler. Et du coup, comme le dit Simon, ça me donne une voix d'hypnotiseur. Et donc, ça me dit qu'il faut peut-être que j'ajuste maintenant vers quelque chose de plus naturel quand je suis tout seul. Et sur ce, avec ma voix d'hypnotiseur incroyable, je vais vous faire le fameux appel à l'action. J'arrive pas à le faire sur demande, mais le fameux appel à l'action. Donc, les évaluations iTunes. Si vous aimez le podcast, allez nous en laisser une. Si vous détestez le podcast, allez nous en laisser une pour nous insulter. On en arrive à la section lifestyle. Paul, est-ce que tu as une recommandation pour moi ? Je viens de me rendre compte, c'est un peu tirer une balle dans le pied, c'est parce qu'en gros, on vient de dire aux gens que s'ils laissent une revue, il y a 95% de chances qu'on les ignore, en fait. Ce qui est pas un très bon message. Enfin, on les lit quand même, quoi. Même si on peut après juger leur validité, notamment si vous pensez du bien du podcast, c'est quand même très très agréable à lire, c'est un boost en motivation. Vous allez peut-être pas changer nos actions, mais en revanche, vous allez changer notre journée, quoi. On va être trop heureux après, une fois qu'on l'aura lu. Donc, c'est ça, et les gens se rendent pas... Et c'est de manière générale, de toute façon, on peut finir là-dessus, c'est que que vous fassiez une critique positive ou négative, ça a plus d'impact que vous pensez, en fait. On est tous des êtres humains avec un petit cœur qui bat. Donc voilà, je pense que c'est un truc auquel songer, c'est peut-être penser justement à plus envoyer un petit email à quelqu'un que vous appréciez avec un truc positif. Plus, ouais. Et peut-être éviter de trop rapidement critiquer quelqu'un de manière un peu agressive, tout simplement. Et je me parle moi-même aussi en disant ça, quoi. Effectivement, un très beau mot de la fin. Parlons de la section lifestyle. Effectivement, moi j'ai une recommandation qui est assez large, comme c'est la moto ou le scooter. Alors je recommanderais surtout le scooter en Thaïlande par exemple, Vietnam aussi, Philippines beaucoup moins parce que vous allez rapidement mourir, mais c'est quand même super pratique pour pas mal de raisons. Déjà ça coûte que dalle, c'est-à-dire que notamment par exemple à Chiang Mai, si vous louez un scooter, pour un mois vous en avez peut-être pour 2,50 € par jour. L'essence ça consomme que dalle et l'essence c'est pas cher. Et ça a le gros avantage en fait que vous pouvez tout simplement vous arrêter quand vous voulez, quoi.
pas besoin de place de parking. Notamment quand vous voyagez, c'est super parce que vous êtes sur votre petit scooter, vous visitez un peu, vous voyez un truc sympa sur la gauche, boum, vous arrêtez sur la gauche, c'est tout. C'est une énorme liberté en fait. Et aussi, ça vous permet d'être vraiment au sein de l'environnement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une voiture, vous êtes quand même un peu séparé de l'environnement. Là, vous êtes vraiment au milieu de la vie. Moi, ça a été une révélation pour moi, la moto en tout cas. Et maintenant, c'est mon mode de locomotion préféré. Tu t'es mis à la moto dès que t'es arrivé en Asie ? Non, très tard en fait. J'en ai fait un tout petit peu quand j'étais aux Philippines. Mais Philippines, c'est vachement risqué parce que c'est quand même principalement des voitures. Ils conduisent n'importe comment. Et je pense que tu te fais vite renverser. En fait, mine de rien, plus il y a une grosse proportion de motos, plus tu es en sécurité en fait. Et c'est notamment le cas de la Vietnam et de la Thaïlande. Par exemple, honnêtement, conduire une voiture au Vietnam, je détesterais ça, quoi. Parce que tu as des motos partout qui s'en foutent de toi. Tu as toujours peur de les renverser. Moi, j'ai conduit aussi un week-end seulement aux Philippines, une voiture, et c'est pareil, quoi. C'est beaucoup plus stressant qu'une moto, en fait. Parce qu'une moto, tu as juste à gérer ton petit espace et c'est tout. Mais moi, je me suis mis tard et du coup, je me suis mis quand je suis allé à Chiang Mai et ça a été... j'ai adoré. Ouais, clairement là-dessus, je peux ajouter un plus, un pouce bleu. 5 étoiles à cette recommandation lifestyle. Moi, j'ai une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Nerdwriter, donc c'est anglophone. Donc c'est Nerdwi... Bon, je sais pas écrire. Writer. Donc c'est un gars qui étudie des films, des éléments de pop culture. Il fait une vidéo par semaine, vraiment en profondeur, avec une vraie discussion. C'est un gars très cultivé qui fait ça, il décompose des choses. Il y a 2 vidéos en particulier que je vous recommanderais. Il y en a une sur Harry Potter. Il analyse Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et vous explique pourquoi c'est le meilleur Harry Potter. C'est une vidéo qui dure 8 minutes. On mettra le lien dans l'article du podcast à l'adresse nomaddigitalpodcast.com. Il y en a une autre qui est très cool, c'est sur Alfred Hitchcock. Il décompose une scène de Alfred Hitchcock et il étudie où est-ce que la caméra est placée, comment est-ce que les mecs se déplacent dans la salle et comment est-ce que la dynamique de la salle va varier en fonction de la position des différents personnages, que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est pas quelque chose auquel je pense beaucoup, mais lui, c'est un gars qui a travaillé à Hollywood, et qui a fait du montage, etc. Donc, il connaît toutes ces choses-là. Il l'explique très bien, c'est vachement bien foutu. Il y a un rythme assez posé dans les vidéos, ce qui change beaucoup. YouTube, c'est souvent très dynamique. Lui, il est plus en mode réflexion, c'est super chiadé, c'est super léché. Et moi, je me suis pas mal inspiré de son style, alors à ma propre façon, mais pour faire la chaîne de YouTube Marketing Mania où je fais des critiques de pages, je me suis pas mal inspiré de ce gars-là. Et donc, il s'appelle, la chaîne s'appelle Nerdwriter et on mettra les 2 vidéos dont j'ai parlé en lien dans l'article de ce podcast sur le site. Donc, le site, c'est nomaddigitalpodcast.com. Et bien sur ce, on va se quitter. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomad Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur le site dont l'URL je viens de dire 8 fois, nomaddigitalpodcast.com, pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner ou nous laisser bien sûr votre avis puisque c'est quand même le thème de l'épisode. À la semaine prochaine. À jeudi prochain.